Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutolo, elle fait le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. Soyez les bienvenus sur Télé Club, c'est le temps additionnel de la 5e journée de Raiffeisen Super League avec des buts, beaucoup de buts et puis surtout des bons résultats pour les équipes romandes. On va passer tout cela dans le détail, on va voir tout cela dans le détail au cours des 30 prochaines minutes et c'est Johan Lonfoy qui nous accompagne pour analyser tout cela. Bonjour Johan. Bonjour Mike. Bilan globalement positif des romans, hein, si on... 2 sur 3. On le dit, 2 sur 3, bah c'est bien. Si tous les week-ends c'était comme ça, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, oui. Puis du beau jeu aussi, des buts, du beau jeu, donc beaucoup de motifs de satisfaction. Pas pour toutes les équipes forcément. Puis aussi, on va le voir aussi, les leaders, les ténors du championnat qui sont là et bien là. Alors les ténors, ils ont joué hier déjà. Avec pour commencer IB, le champion en titre qui est entre ces 2 matchs de barrage qualificatifs pour la phase de groupe de la Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors avant de se rendre à Belgrade en Serbie mardi, eh bien IB devait affronter Zurich, une formation zurichoise qui était décimée par les blessures et qui n'a pas fait le poids au stade de Suisse. IB va ouvrir la marque dès la demi-heure de jeu avec ce but malheureux contre son camp de Brecher, le portier zurichois. Sur cette tête de Fasnacht, eh bien, le ballon vient en fait heurter le poteau et c'est ensuite le dos de Brecher qui a fait rentrer ce ballon. À l'heure de jeu, c'est 2-0 pour la formation bernoise avec ce tir de Roger Assalé. Et puis le ballon est renvoyé dans les pieds de Jean-Pierre Hensa, mais il ne se fait pas prier pour inscrire le 2-0. Mais ce qui est intéressant, hein, Johan, dans ce but, regardez, c'est Bangura qui en fait hérite de ce ballon. Et là, on le voit, en fait, il est un peu emprunté. Voilà. Il ne sait pas quoi faire de ce ballon. Et oui, parce qu'il n'y a personne qui bouge devant lui, donc il se dit bah, tiens, je vais porter le ballon plus haut. Et puis quand vous êtes défenseur et puis vous êtes au milieu de terrain, bah, votre attaquant ne se fait pas prier pour prendre les espaces. Et il était en retard sur le duel gagné par Nzamé, peut-être aussi amoindri par sa course face à ce duel. Et puis voilà, la conclusion est plutôt quand même chanceuse puisque le ballon revient sur les pieds de Nzamé. 3-0 pour IB sur ce penalty transformé par une gamaleuse suite à une faute dans les 16 mètres. Et puis, pour conclure, ce coup franc de Gaudino, habilement joué ras-de-terre sous le mur du FC Zurich qui avait sauté. Et ce n'était pas la bonne option en l'occurrence. Et IB s'impose donc sur le score de 4-0 sans trop de difficultés. Et puis l'autre ténor de ce championnat, c'est Bâle qui se rendait du côté de la Maladière pour y affronter Xamax, la lanterne rouge qui essayait, ou se devait en tout cas, de se rassurer un tout petit peu après sa prestation et sa qualification peu convaincante en 16e de finale, pour les 16e de finale de la Coupe de Suisse le week-end dernier à Yverdon. C'est un résumé entre Xamax et Bâle signé Daniel Romano. Une chose est certaine, ce n'est pas le Xamax d'Yverdon qu'on a vu hier soir à la Maladière, même si ce sont les Bâlois qui se créent la première occasion de la partie par Samuel Ekampo à la 6e minute. La tentative de l'ancien Lausannois termine loin du cadre. La réponse de Xamax arrive 8 minutes plus tard avec un tir de Liridon Moulay. Là aussi, ça manque de précision, mais Xamax est bien entré dans le match avec un 3-4-3 inédit proposé par Joël Magnin. 17e minute, le premier tournant de cette rencontre avec 3 alertes bâloises. D'abord, cette double parade de Laurent Walter sur des frappes lointaines de Samuel Ekampo et de Fabian Frey après une mauvaise relance de Thibaut Corbin. Gêné par le soleil, le dernier rempart de Xamax va devoir aller chercher un autre ballon compliqué envoyé en sa direction encore par Campo. Après cette triple occasion bâloise, Xamax se crispe, recule et laisse la gestion du jeu à son adversaire. Et la stratégie fonctionne. Bâle n'est pas dangereux et c'est même Neuchâtel qui se crée la plus grosse occasion de la première période avec cette latte de Léo Seydou. Xamax rentre au vestiaire en ayant proposé la meilleure première période de sa saison. Première mi-temps, il nous a posé quand même pas mal de problèmes. On a eu de la peine à se créer quelques occasions.
Deuxième, ça a été beaucoup mieux et puis on a enfoncé le clou en deuxième mi-temps. Une deuxième période où Xamax va payer ses erreurs cash et montrer quelques faiblesses sur son flanc droit. 55e minute, dans la foulée d'une énorme occasion neuchâteloise, Campo récupère le ballon et trouve Kevin Buat sur la gauche. Le contrôle et le centre du Genevois pour Fabian Frey sont parfaits. 70e minute, nouvelle largesse dans la défense neuchâteloise. On retrouve Fabian Frey qui libère Kemal Ademi. Pour son retour à la Maladière, l'ancien joueur de Xamax aggrave le score mais n'exulte pas. Troisième but en autant de matchs de Super League cette saison pour l'attaquant de 23 ans. Joël Magnin décide alors de jouer la carte Gaëtan Carlon. 83e minute. 180 secondes après son entrée en jeu, le héros du Letzigrund se procure la meilleure occasion xamaxienne. Le ballon est repoussé sur sa ligne par Toland Chaka. À 3 minutes de la fin, Valentin Stocker donne au résultat un air de correction. 3-0. C'est sévère pour Neuchâtel qui a craqué à partir de l'heure de jeu. Hors barrage, Xamax n'a plus gagné depuis 9 matchs en Super League et reste la seule équipe à ne pas avoir encore goûté à la victoire cette saison. Peut-être qu'on a fait un peu mieux dans le jeu, mais voilà, le résultat il est lourd, il est difficile à encaisser et puis ouais, peut-être pas laisser le train s'échapper parce qu'après ça sera compliqué. Et puis on a déjà fait un miracle l'année passée avec un premier tour qui était juste catastrophique au niveau comptable. Donc si on peut éviter de refaire les mêmes erreurs, ce serait mieux. Et Neuchâtel Xamax qui se rendra du côté de Genève lors de la prochaine journée. Donc ça s'annonce plutôt compliqué. On l'a vu hier, jouer bien, c'est bien, mais ça ne suffit pas contre Bâle. Non, il faut être réaliste, surtout contre Bâle. Et Bâle a fait preuve d'un froid réalisme comme ils savent le faire, notamment en deuxième mi-temps à partir de la 60e minute. Là, ils ont vraiment profité des petites erreurs défensives, des petites erreurs de placement au niveau de l'arrière-garde de Neuchâtel, parce que jusqu'alors, ils avaient fait bonne figure, ils étaient même au niveau des tirs devant Bâle, mais voilà, Bâle, ça reste Bâle, et puis ils ont profité justement de ces erreurs de défense, les erreurs qu'on avait vues au premier tour l'année passée, qui avaient été rectifiées par Anchaud aussi au deuxième tour. Donc pour Neuchâtel, il va s'agir vraiment sur l'ensemble d'un match, l'ensemble de 90-95 minutes, être super rigoureux pour pouvoir grappiller des points. Ouais, Neuchâtel qui reste donc pour l'instant à la 10e et dernière place de Super League. On passe au match du jour avec pour débuter la partie entre Thun et Servette. On se réjouissait d'assister à cette confrontation entre deux équipes qui aiment jouer au ballon, qui aiment posséder le ballon. Et on n'a pas été déçus, en l'occurrence en première mi-temps notamment, avec un Servette FC qui a été conquérant, qui est allé de l'avant, qui allait mettre la pression sur cette équipe de Thun et qui a provoqué des erreurs justement des Thunois. Relance approximative, récupération de Stevanovic, c'est 1-0 à la 14e. Oui, il y a une double erreur, je dirais, de la part de Thun, c'est-à-dire cette relance mésentente, je dirais, entre le gardien Fèvre et son défenseur, qui d'ailleurs en tombe. Et puis Stevanovic qui se voit devant lui un boulevard, on hésite un petit peu à sortir sur lui. Ce dont Stevanovic profite, une belle frappe du pied gauche dans le petit filet. Oui, je dois dire que voilà, là, on voit aussi le réalisme de la part des joueurs d'Alain Geiger, parce qu'ils n'avaient pas non plus énormément de tirs au but dans cette première mi-temps. Néanmoins, au niveau du jeu, voilà, ils avaient l'emprise sur cette première mi-temps face aux joueurs thounois. Les Genevois, ils ont eu 2 tirs cadrés en première mi-temps, 2 buts. C'est aussi simple que ça, l'équation. Avec ce 2-0 marqué à la 18e minute. Et là, c'est encore une énorme erreur défensive de Thun parce que Steve Rouillet, il est absolument seul pour armer sa tête. Oui, à noter quand même la jolie patte de Wüthrich, mais c'est vrai que dans un périmètre de 5 à 7 mètres autour de lui, il est absolument seul, Steve Rouillet, et on connaît la qualité de son jeu de tête. Il loge la balle au bon endroit. Là, c'est vrai que l'arrière-garde de Thun a de quoi... l'entraîneur de Thun était très, très fâché, très remonté à l'égard du joueur qui était censé marquer Steve Rouillet parce qu'il y a une grosse mésentente à ce niveau-là. Alors Thun va évidemment se réveiller, va mettre une grosse pression sur Servette tout au long de la fin de la première période et se créer déjà quelques occasions. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps que les Thounois vont vraiment s'installer dans le camp de Servette avec déjà cette première
possibilités au cours de la deuxième période. Ce sauvetage sur la ligne de Gonçalves suite à ce corner et cette reprise de Stillart. On jouait donc la 48e minute. Mais disons que c'était le début de deuxième mi-temps attendu, un peu dans la lancée de la fin de la première. Thun, qui était mené 2-0, se devait d'aller mettre la pression. C'était logique qu'ils réagissent et c'est vrai qu'il y a eu un changement de scénario. On a vu beaucoup les Thunnois dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, à la concrétisation, enfin, malheureusement pour eux, ils ont pêché à la conclusion. Voilà, et on était à un moment donné plus proche du 2-1 que du scénario dont on va assister en fin de match. Le 2-1, il aurait pu tomber à la 64e avec cette possibilité pour Thun. Ce centre de Glarner et Ridge Munzi, en l'occurrence, un peu chanceusement, va hériter de ce ballon. Et c'est le poteau qui vient au secours de Jérémy Frick. Mais on l'a dit, Johan, à ce moment-là de la partie, un 2-1 en faveur de Servette, donc une réduction du score tournoise aurait été méritée. Oui, on s'attendait à ce que Servette continue de presser haut, garde le ballon, et chose qu'ils avaient réussi à faire en première mi-temps. Ils n'arrivaient plus forcément à le faire en deuxième mi-temps. Et puis Thun, forcément, devait aussi réagir, a fait rentrer un attaquant, ce Munzi, qui a apporté un peu de poids aussi à l'offensive thunnoise. Et puis on a vu clairement une équipe de Thun plus entreprenante, mais de nouveau, voilà, à la conclusion, on a pêché. Et puis, lorsque vous laissez passer un petit peu comme ça les occasions, il y a le scénario inverse qui arrive, c'est-à-dire que l'aggravation du score se fait. Alors, elle va tomber, cette aggravation du score sur penalty, mais il a pour cela d'abord fallu revisionner des images, parce que dans le live, c'est vrai que c'est passé tout droit. Et puis, l'arbitre de cette rencontre, M. Fenrich, va aller visionner, sur appel de son arbitre VAR, va aller visionner les images. Il y avait bel et bien une faute de main de Avnar. Et puis, Wüthrich, alors nonchalant sur le premier tir, qui a de la réussite et qui peut en deux temps battre Fèvre. Oui, il était un petit peu nonchalant tout le match, Wüthrich, sur ce match-là, je l'ai trouvé. Et puis là, voilà, il a de la chance que le ballon lui revient. Donc aujourd'hui, c'était une journée grenat au niveau de la chance. Les poteaux étaient en leur faveur et puis les rebonds aussi. Donc voilà, ça fait du bien aussi de voir que Servette s'est marqué par beaucoup d'éléments, non seulement par leurs attaquants. On sait qu'ils ont des problèmes à ce niveau-là, notamment Koné qui n'arrive pas à trouver les chemins des filets. Là, on voit finalement que par leur jeu, voilà, tout le monde peut se montrer dangereux et puis on assiste à 4 buteurs différents, sauf erreur. Oui, parce qu'il y aura un quatrième but, c'est Alex Schall qui a inscrit ce 4-0 définitif en toute fin de temps additionnel. Alors 4-0, c'est quand même très sévère pour Thun qui ne méritait pas de prendre une telle défaite à domicile. Mais voilà, en l'occurrence, Servette est bien payé sur l'ensemble du match, mais c'est le genre de match où on prend ça, ce sont 3 points qui ne sont pas immérités, loin de là. C'est juste l'ampleur du score qui est un peu large. Moi, je dirais que c'est un match important. Je ne dirais pas un match charnière, mais c'est ce genre de match que le néo-promu doit arriver à bien négocier contre des équipes qui vont jouer peut-être le milieu de tableau. Or, Servette, qui a fait des bonnes figures face aux leaders, AIB et à Bâle, contre Lucerne, ils arrivent à gagner à la maison. Là, à Thun, ils montrent quand même un visage en marquant un grand coup, en marquant 4 buts. Donc voilà, non seulement du beau jeu, mais de l'efficacité et surtout face à des adversaires directs. Et donc ça, c'est vraiment plaisant et encourageant pour la suite du championnat des Grenats. Les réactions en provenance de la Stockhorn Arena, c'est Vincent Rigolet qui s'est entretenu avec Timothée Cogna, le joueur de Servette. Oui, Mike, avec Timothée Cogna. Timothée Cogna, vous avez eu ce que vous êtes venu chercher, une victoire à l'extérieur, la première de la saison, mais vous l'avez fait en plus avec la manière. Ouais, c'est vrai qu'on l'a cherché depuis un moment, cette victoire à l'extérieur. Maintenant, on l'a eu. On va falloir qu'on continue comme ça. Après, voilà, on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a un peu reculé, on a été un peu en souffrance, mais on a été solide et on a su mettre ces 2 buts sur les seules 2 occasions qu'on a eues en deuxième période. Vous trouvez que le score il est lourd au final, cette victoire 4-0 face au FC Thun qui vous a donné des difficultés surtout en deuxième période? Le score il est lourd, après voilà, on a été réaliste, on a mis les occasions qu'on avait. Après voilà, ça a été une bonne équipe de Thun surtout en deuxième mi-temps où
ils nous ont mis en difficulté. Après, voilà, on a fait un match très, très, très solide et on a été très bon sur les contre-attaques, ce qui nous a permis de marquer ces 2 buts en deuxième mi-temps, en deuxième période. Comme à votre habitude aussi, c'était avec le jeu et la manière que vous l'avez fait et ça a fonctionné aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on ne va pas changer notre jeu. On est une équipe qui joue au ballon, donc forcément on garde notre philosophie et on continue à jouer. Et voilà, on se fait plaisir sur le terrain et en même temps on gagne, donc c'est l'essentiel. Voilà donc pour cette première réaction. Il y en a une autre évidemment, hein, celle d'un joueur tournois, celle de Ridge Munzi. Ridge Munzi, vous faites une bonne deuxième période avec le FC Thun, vous avez mis ce Servette en difficulté et au final vous n'avez pas trouvé la faille, ça n'a pas fonctionné, c'était frustrant quand même ce match pour vous. Ah, c'est comme vous venez de le dire, c'est vraiment frustrant, surtout voilà, on dort en première mi-temps et puis après c'est des erreurs qui ont coûté cher aujourd'hui. Deuxième mi-temps, voilà, on a essayé de trouver les espaces. Et puis après, devant le but, on n'était pas assez efficace. Et puis aujourd'hui, on en prend 4. On a eu l'impression qu'il manquait aussi un peu de liant entre le milieu et l'attaque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti sur le terrain, que vous n'avez pas eu suffisamment de ballons à jouer devant? Oui, c'était dur. C'est pas ce qu'on avait prévu en tout cas. Et puis après, il y a le coach, il est là pour analyser ce problème qu'on a eu aujourd'hui. Et puis on va essayer de faire meilleur pour le prochain match. Cette victoire à domicile qui n'arrive pas, c'est quelque chose aussi qui commence à vous peser ou finalement vous allez prendre les matchs comme ils viennent et elle va finir par tomber? Ça va finir par tomber, c'est clair. On est encore en début de saison et puis voilà, on a déjà gagné un match à l'extérieur, c'est sûr, mais voilà, le but c'est de gagner des matchs à la maison aussi. Et puis je pense que si on continue à travailler et puis on reste positif, on reste focus sur ce but, on arrivera. La victoire donc magnifique de Servette 4-0 du côté de Thun. Sion-Lucerne, c'était l'autre match que l'on a suivi très attentivement tout au long de cet après-midi du côté de Tourbillon. Et puis là, il y a eu, on va dire, moins d'action, moins de chance, moins de buts aussi au final. Mais ce qui compte, c'est que Sion a fini par s'imposer. Première chance de but pour les Valaisans, c'était juste avant le quart d'heure avec ce coup franc tiré par Grgic. Premier dégagement de Marius Müller. Et puis sur la reprise, Kouassi qui oblige le portier à un arrêt difficile. On le voit sur le ralenti. Il est à terre, le portier, mais il est très vite debout pour stopper le tir de Kouassi. Alors ça, c'est la qualité principale des gardiens, c'est d'être explosif. Hein. C'est après un arrêt, tout de suite se remettre sur les jambes. Et en l'occurrence, il joue bien son rôle, il se fait écran pour barrer le chemin des buts à Kouassi. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions, on vous l'a dit, au cours de cette rencontre. Et Sion va donc trouver l'ouverture sur un penalty suite à cette faute de Knežević sur Uldrikis. Alors, ça, c'était une faute largement évitable parce qu'on n'a pas l'impression que Uldrikis était vraiment dangereux. Non, moi, à noter le bon centre du pied droit de Paitim Kazami. Puis là, c'est vrai que Knežević est, semble-t-il, un petit peu aussi déséquilibré, raison peut-être pour laquelle il retient le maillot d'Uldrikis, mais ça me semblait évitable, effectivement. Et contrairement au penalty de Vutric tout à l'heure, celui de Grgic, alors il est très bien tiré. Il y a de l'envie sous la barre, donc rien à dire par rapport à ça. C'est vrai que Anton Grgic est un joueur dont la capacité première, c'est la qualité de frappe de balle. Et là, même sur des penaltys, c'est important d'être décisif et de frapper la balle de manière décidée. Décidée, voilà. 1-0 pour Sion à mi-temps. On pensait assister au 2-0 peu avant l'heure de jeu sur cette réussite de Uldrikis suite au centre de Michael Facchinetti. Alors il y a une petite gêne entre le gardien lucernois et son défenseur. Uldrikis, lui, il exploite cette erreur. Il n'y a pas de faute de Uldrikis, ça c'est clair. Par contre, ce que l'arbitre va aller consulter à la vidéo, c'est la position de hors-jeu au départ. Exactement. Sur le centre de Facchinetti. Et là, en l'occurrence, il y avait bel et bien hors-jeu de Uldrikis. La VAR a parfaitement joué son rôle, puisque sur ce centre, effectivement, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même une position de hors-jeu à la base d'Uldrikis. Et c'est fort logiquement que ce pénalty est annulé. Ce but est annulé en l'occurrence. Voilà. Lucerne va essayer de mettre la pression sur le but de Kevin Fickencher sans forcément se créer des actions extrêmement dangereuses. Du coup, Sion va jouer, va procéder en contre-attaque en fin de partie. Et
On a fait rentrer Casa, le véloce Casa sur les côtés. Il va se mettre en évidence à la 82e avec ce déboulé sur la gauche de l'attaque. Et puis ce service pour Bastien Thomas. Alors là, beaucoup de sang-froid de Bastien Thomas pour éliminer ses deux adversaires et puis pour ensuite mettre ce ballon au bon endroit et tromper Muller. Oui, un petit peu de passivité peut-être du défenseur, lucernois en l'occurrence. Et puis c'est vrai qu'il faut relever la qualité à la fois du déboulé et du centre de Casa, qui venait de très très loin. La qualité de finition et le sang-froid de Bastien Thomas, dont on connaît les qualités techniques. Voilà, tout en finesse, il vient parachever l'œuvre, enfin ce qu'on croyait être le score définitif, du moins. Ouais, Casa qui déboule, qui centre pour Thomas, ça nous fait penser à ce Sion Xamax du printemps dernier. C'était le seul but marqué par Sion. Je crois que les Neuchâtelois en gardent encore un petit traumatisme. C'est un but important, c'est vrai, pour Sion. Ça avait permis à Sion quasiment de sauver sa place en Super League la saison dernière. Et puis dans le temps additionnel, Lucerne va sauver l'honneur. But de Ndiaye pour le 2-1, mais qui ne sera pas suffisant en l'occurrence. Ça met quand même un petit peu en évidence Ndiaye qui a passé une après-midi compliquée aujourd'hui. Là, ouais. il est mis dans le vent littéralement. Ouais, il se jette un petit peu de manière un petit peu à l'aveugle, je dirais. Ou alors il est gêné par la frappe, par la feinte du jeune Ndiaye. On voit dans ce genre de petits détails quand même que ce n'est pas forcément un défenseur de métier qui doit rester sur ses appuis, qui doit rester en face du ballon. Il se laisse un petit peu entraîner par cette feinte. Elle n'a pas porté à conséquence en tout cas aujourd'hui, mais voilà, c'est des réglages à avoir et on se demande quand même si entre Kouassi et Ndiaye, avec ces deux joueurs qui sont plutôt des milieux, pour former l'arrière-garde défensive. Voilà, face à Lucerne, ça peut passer. Face au ténor du championnat, souvent, ça ne passe pas. Toujours est-il que ça fait une troisième victoire consécutive pour le FC Sion après les succès contre Zurich et à Lugano. On va faire un petit point du côté de Tourbillon avec Alain Rohrbach qui s'est entretenu avec Kevin Fickencher, le portier valaisan. Kevin, troisième succès de rang pour le FC Sion. C'est inhabituel. Comment on le vit ? Bien, super. C'est beau de gagner week-end après week-end. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, on n'est qu'au début. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, c'est positif. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, de nouveau à la maison, de gagner, c'est une bonne chose. Et pour nos supporters, c'est cool. Est-ce que c'est le match le plus complet, même si tout n'a pas encore été parfait, est-ce que c'est le match le plus complet que vous avez livré ? Ouais, on monte petit à petit en puissance. On a fait des bonnes choses dès le premier match ici contre Bâle, mais c'était pendant une courte période. Maintenant, on monte en puissance. On travaille dur pendant la semaine durant l'entraînement avec le coach. Donc voilà, si ça paye ses fruits aujourd'hui, tant mieux. Il y a 2 semaines, vous avez fait une grande frayeur pour tous vos supporters. Vous pouvez les rassurer, vous allez bien, hormis une légère cicatrice sur le front. Ouais, voilà, je suis plus aussi beau qu'avant, mais non, tout va bien, c'est tout beau. Voilà donc pour cette victoire valaisanne face à Lucerne, à relever que nous n'avons pas pu recueillir de réaction lucernoise parce que le vestiaire du FC Lucerne est resté fermé encore pendant de longues minutes. Après ce match, Saint-Gall-Lugano, c'est la dernière rencontre que nous devons vous montrer en images. Et il s'est passé beaucoup de choses au Kiboun Park. Dès la 4e minute, il y a un penalty qui est sifflé en faveur de Saint-Gall pour cette faute sur Itten, faute de Soulmoni sur Itten. Et Itten, en l'occurrence, va se montrer maladroit, pas très convaincant non plus au moment d'exécuter ce penalty. Et il va trouver sur son passage le portier de Lugano, Noah Baumann, pour un arrêt. À relever quand même que si on voulait chipoter, Noah Baumann, il avait ses 2 pieds qui étaient devant la ligne au moment où le ballon est touché par Itten. Il y aurait pu y avoir intervention, en l'occurrence là, de la VAR et de l'arbitrage. Saint-Gall qui manque le coche et Lugano qui va marquer le 1-0 avec Holdener, Philippe Holdener, qui est alors étrangement seul là, dans les 5 mètres, on l'a carrément oublié. Un peu oublié, il y a même un deuxième joueur au deuxième poteau, donc là il y avait un alignement qui ne s'est pas fait du côté saint-gallois. Souvent quand on loupe un pénalty, on prend la sanction derrière. Voilà, Philippe Hollender, j'ai un peu estropié son nom. Hollender. On a vu
un premier carton jaune contre Custodio. Et là, on vous montre le deuxième, parce que les 2 cartons jaunes étaient largement évitables, même limite sévères, hein, notamment ce deuxième pour de l'anti-jeu. Le problème, c'est que Custodio est expulsé. Le score, regardez bien, il est de 0-1. Et on joue la 46e minute. C'est tout de suite au début de la deuxième mi-temps. Et ça aura une très très grosse influence sur l'issue de la rencontre. Parce qu'à la 53e, eh bien, FT reprend ce ballon directement et parvient donc à égaliser. Il y a un moment un peu aussi de flottement là, dans la défense tessinoise au moment de jouer ce ballon suite à ce centre de Gertler. FT égalise donc à 1 partout. Et 10 minutes après, eh bien, c'est Babic qui met beaucoup de pression, qui fait un énorme travail pour essayer d'aller récupérer ce ballon. Et suite à une combinaison avec Victor Ruiz, il donne l'avantage aux Saint-Gallois. Oui, il profite un petit peu d'une mauvaise relance de la part d'un joueur de Lugano. Voilà, c'est vrai que tout à coup, on a senti le vent tourner en faveur des Saint-Gallois dans ce match, avec ce tournant du match qu'est l'expulsion de Custodio, sans vouloir l'accabler. Voilà, tout à coup, ils renaissaient à l'énergie, les joueurs saint-gallois. Et puis, c'est assez logiquement et un petit peu chanceusement qu'ils aggravent le score sur la fin de match. Ouais, 53e, 63e, 73e. C'est tombé alors, de manière métronomique en cette deuxième mi-temps. Et Eaton, qui retrouvait un certain d'après-là en face, lui, qui l'avait blessé il y a presque une année. Eaton marque le 3-1. Il y aura encore un 5e but dans cette rencontre, une réduction du score pour le FC Lugano avec Hollander qui va entretenir l'espoir pour l'équipe de Fabio Celestini, mais ce ne sera pas suffisant. Et donc Saint-Gall s'impose finalement sur le score de 3-2 face à Lugano au terme de ce match très très animé. Voilà, on vous a montré tous les buts de cette rencontre. Il est temps de récapituler les résultats de cette 5e journée. Hier déjà, donc, Bâle s'était imposé à Neuchâtel 3-0. IB avait battu Zurich 4-0. Et cet après-midi, Servette est allé gagner 4-0 à Thun. Sion a battu Lucerne 2-1. Et Saint-Gall s'est imposé 3-2 face à Lugano. Au classement, IB et Bâle qui font toujours la course en tête. Mais regardez, Sion est au contact avec 10 points. Et puis Servette qui pointe à la 4e place. Saint-Gall est remonté de la 9e à la 5e place grâce à sa victoire. Et puis Neuchâtel Xamax qui pour l'instant ferme toujours la marche. Prochaine journée, il y a déjà un match qui a été disputé, c'est ce Zurich-Saint-Gall. Il y aura ce derby roman entre Servette et Xamax samedi en direct et en exclusivité sur Téléclub. Et puis Sion jouera dimanche du côté de Thun. Il y a encore passablement de football à suivre sur Téléclub. Notez déjà pour commencer les rendez-vous de 19h, match après match. Donc dans un peu plus de 30 minutes, Philippe Ducarreau et ses invités vont faire et refaire l'actualité du football suisse et même international. Et puis du football avec le PSG, battu la semaine dernière à Rennes, qui affronte Toulouse ce soir. Demain, de la Serie A qui a repris ce week-end sur Zoom avec l'Inter face au néopromu Lecce. Et puis le rendez-vous à ne pas manquer, c'est notre prochain studio mardi dès 20h30. Coup d'envoi à 21h. IB qui sera à Belgrade pour y affronter l'Étoile Rouge de Belgrade. Merci beaucoup Yoann Lonfa d'avoir été des nôtres. Avec plaisir. Un week-end animé, une fois encore. Un week-end avec des buts et puis un week-end aussi avec des victoires romandes, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Merci d'avoir été donc avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce week-end. Donc n'oubliez pas, le sport continue sur Téléclub et également sur notre application Téléclub Goal. N'oubliez pas d'aller la télécharger. Très belle fin de week-end à vous et à très bientôt. Bye bye.